Napoléon. Il était temps qu'on en parle sur cette chaîne parce que quand même, c'est une figure marquante. Le plus grand. C'est peut-être le dernier roi des Francs, comme le dit l'un de ses plus fidèles compagnons. Il a porté la France à son maximum civilisationnel, si on veut bien le dire, si vous voulez l'accepter. Un petit woke. Et donc, il fallait que je le discute. Et on y arrive, c'est maintenant. Ça part. Je pense que tout le monde ne comprend pas à juste titre en fait son impact sur le 19e siècle. C'est un peu la météore de son siècle, enfin du début du siècle surtout. Un monument de l'histoire de France. Alors bien sûr, je ne fais pas une histoire des grands hommes. Ce serait bête, mais en même temps, faut pas non plus tomber dans l'idiotie de ne pas le considérer. Parce que ce serait faux. Il a eu un impact, et à juste titre, on en parle. On en parle, l'émission Qui parle. Déjà, son influence, elle s'inscrit dans le temps long, parce qu'il a propagé des idéaux révolutionnaires à travers l'Europe, et a eu un impact sur pas mal le nationalisme, en fait. Le nationalisme. Et puis pour la France, c'est quand même le dernier, comme dirait Michelet, le dernier des grands hommes qui a fait de l'histoire de l'humanité, celle de la France, ou l'inverse. Comprenez. Il n'y a qu'à voir en fait dans la mémoire collective des autres pays étrangers, particulièrement la Russie par exemple, qui commémore tout le temps Napoléon, puis surtout leurs généraux à eux, leurs maréchaux, genre Kutuzov quoi. Pour eux c'est quelque chose d'important quoi. Il s'est passé quelque chose quand ils se sont fait vicose en fait par Napoléon. Quand t'es obligé de brûler ta capitale parce qu'il y a un mec qui est venu, un petit mec en plus. C'est pas une question de taille, c'est pas la taille qui est importante. Qui est venu te la choper, c'est grave. Alors fanzouz de ce courant que je suis, on peut pas passer à côté en fait, parce que c'est éminemment un personnage romantique, ou romanticisé comme vous voulez. Cette ascension sociale, cet héroïsme, cet érotisme presque, toutes ces vertus bien droites là, bien de droite quoi. Cette panthéonisation un peu symbolique, même cette personnification de la nation. La République, c'est moi! Tout ça, ça en fait un personnage romantique. Ah, je vais te présenter Hélène, tu vas voir, elle est bonne, Hélène, elle est bonne. Et du coup, il n'est vraiment pas étonnant que la génération romantique, ça soit celle d'après Napoléon, d'après les espoirs déchus, de la restauration, comme j'en ai déjà discuté dans une autre vidéo, un peu molle et relou. D'abord, le héros romantique, c'est un personnage qui dénote de son entourage. C'est-à-dire qu'il survole, en fait, il surnage. Est-ce qui est le patron? Et moi? Cette fascination n'est pas du tout à remettre en cause, vous n'avez pas le droit de le faire. Parce que même le plus chiant des romanciers, il l'a dit. Je cite, « Ce qu'il y a de beau dans l'Empire, c'est l'admiration de l'empereur. Amour exclusif, absurde, sublime, vraiment humain. » Flaubert le somnifère qui l'a dit. Et en plus de tout ça, il y a un peu une dimension mythique qui est mise en place par Napoléon lui-même. À travers les bulletins de la Grande Armée, ses premières campagnes d'Italie et d'Égypte, donc avant 1800, il se crée un personnage lui-même, à travers un peu une sorte de propagande quoi. Et c'est pareil, il sait presque pas s'il se déifie quoi le mec. Alors c'est évidemment la carrière militaire qui est la plus propice en fait aux ascensions fulgurantes et aux descentes, aux défaites énormes et secs. Sèches plutôt. Et ça, c'est encore une fois très romantique en fait. C'est ce haut et ce bas perpétuel à n'importe quel moment. Et donc cette capacité en fait à mettre sa vie en jeu en fait, en danger perpétuellement, à affronter des gens qui sont beaucoup plus forts que soi. T'es un énorme gaillard. C'est juste pour savoir quand vous allez mettre la deuxième couche. Tout ça, c'est une caractéristique romantique. Je l'impose, c'est ma définition. Puis tout ça pour des motifs vraiment, un peu aristocratiques et inutiles en fait. Enfin, des choses, alors la patrie, la gloire, la liberté, ça n'a pas vraiment de sens en fait. C'est pas utilitariste quoi. Donc ça c'est romantique. Et alors bien sûr, des victoires inespérées qu'on lui connaît. Et après ça, des défaites magistrales et qui portent encore plus bas le pays et lui-même. On va se faire écraser. Et bien sûr le sursaut épique du dernier instant, des 100 jours. Tout ça pour se faire battre et repartir très très loin. Et c'est presque en fait un martyr, c'est le mot de Boris Barès. Puis ce furent les dégradations du martyr. Quelqu'un qui justifie un martyr, quelqu'un qui doit être éloigné de ses adeptes et de son cercle. Parce qu'il est trop puissant en fait. Il fait peur, il faisait peur à tout le monde. Il a pété, j'ai entendu faire prout. Un autre caractère notable, c'est l'exaltation des passions. Chez lui, elles sont maximales, et notamment dans le domaine sentimental. On va se refaire écraser. Avec les femmes, c'est prouvé. Avec Joséphine, on a les correspondances avec Joséphine, les lettres. Et ben c'est un mec exalté, tout simplement. Finalement, c'est le lien absolu entre Napoléon et le pouvoir, si ce n'est la domination en fait. Et on tient cette phrase de Balzac, qui a été le plus beau pouvoir connu, le pouvoir le plus concentré, le plus mordant, le plus acide de tous les pouvoirs, singulier génie qui a promené partout la civilisation armée sans la fixer nulle part, un homme qui pourrait tout faire parce qu'il voulait tout. Prodigieux phénomène de volonté. C'est cela Napoléon, c'est la volonté qui est appliquée, c'est une putain de volonté de puissance qui détruit tout sur son passage comme un bulldozer. C'est bien cette domination charismatique en fait qui a permis à ce petit caporal de conquérir la moitié de l'Europe. Donc de toute façon c'est bien lui qui a centralisé l'État. L'État moderne c'est un peu lui quand même. Il en a mis une énorme couche. On va revenir dessus à la fin de la vidéo. Je remettrai une couche peut-être. On notera une certaine iconographie, notamment romantique. Non c'est pas vrai.
qui choisit d'embellir le jeune, surtout Napoléon en fait. Parce qu'après le vieux Napoléon il est plus comment dire, autoritaire, royalisé, périorisé, mais le jeune Napoléon il est plus romantique. Ajoutant ainsi une qualité en fait, le rendant presque beau, hein, finalement Napoléon, à ce surhomme nietzschéen. C'est Lord Murat, professeur à UCLA, qui le dit. Je cite, « Napoléon est la figure par excellence du surhomme, le symbole même de la domination et de la toute-puissance moderne. Napoléon est l'usurpateur, avec un U majuscule, le petit caporal corse, parvenu seul à la tête de l'Europe. Sa légitimité a été non pas héritée, mais acquise par les armes et le génie politique. » Parce que s'il y en a bien un que Nietzsche aime bien dans ce bas monde, ce bas 19e siècle, c'est Napoléon. C'est le noble originel, le bon originel, le dominateur originel. C'est ça, mais au 19e siècle, et qui s'applique pour le coup à la moitié de l'Europe. Résumons ainsi ces propos, on va parler des peintures. Donc ce croquis de David, il est conservé au Louvre, mais dans la salle 715, qui ironiquement en fait, est à côté, enfin entouré de toutes les peintures anglaises. Sinon il y a les Anglais, bon, ils sont moches mais bon... Les anglo-allemands. Donc en fait, ils sentent bien qu'une action en fait, est capturée là par David, qui en fait c'est un croquis. C'est pas une peinture, en fait elle n'est pas achevée. Il y a juste le haut de son corps, donc comme vous le voyez, qui a de la couleur en fait. Donc on a l'impression que David ne veut pas aller plus loin dans ses dessins, qu'il ne le finit pas, il ne fait rien ni par fantasme, je veux faire l'amour, ni par mémoire. Et donc c'est une action qui est capturée dans l'instant. Et justement, on voit que Bonaparte il est jeune, déterminé, c'est mâchoire fermée comme ça, et le regard lointain et vers le haut. Mais par contre, il ne regarde pas vers la droite, vers la gauche, qui est assez étonnant. Mais quand même, on sent que voilà, il y a une volonté, il y a des objectifs, il y a un avenir. Et puis les cheveux, hein, dont la longueur est muy caliente. Très fameuse aussi celle-là, parce que je la mets à gauche, par Édouard Détail. C'est le peintre le plus prolifique sur les deux empires. C'est le plus grand hein, pour les empires finalement. Et donc là on voit bien, par contre c'est une peinture de 1907. Donc là il est complètement idéalisé pour le Napoléon. Vous voyez bien, de toute façon il est bien beau, il a des beaux appuis, tout est bien. Le bicorne parfait et le sabre qu'il tient. Qui plus est, c'est un génie militaire incontestable. Tout simplement incontestable, c'est-à-dire que personne ne peut le tester. Enfin, c'est le général le plus victorieux en fait, à l'actif contemporain, c'est tout. Donc 44 victoires, 5 défaites en bataille rangée, c'est magistral, c'est exceptionnel, c'est parfait. Alors bien sûr, je ne suis pas spécialiste en histoire militaire, mais eux, les spécialistes, ils le disent. C'est-à-dire qu'il a remporté des batailles en infériorité numérique notoire, et plusieurs fois, ça s'est répété, c'est pas un coup de chance. Puis il y a eu des analyses, mais on sait pourquoi il a remporté. Donc là, je vous retransfère en fait vers les vidéos de la chaîne Sur le Champ, l'échelon de division, la manœuvre en position centrale et le quadrilatère stratégique. Ce sont des stratégies en fait, des tactiques, c'est pas pareil hein, les deux, qui ont fait qu'il a gagné, qu'il a pu gagner. Il y a aussi d'autres vidéos de Sur le Champ, hein, de Quentin, quoi, sur les failles du système napoléonien. J'ai pas accroché, j'ai ripé. Qui sont encore plus intéressantes, j'ose le dire. Allez voir. Puis abonnez-vous à sa chaîne et à la mienne aussi. Je suis pas dans le bénévolat. Hein. Un grand homme d'État, ça on le sait, c'est Weber qui le dit, il a un idéal type pour le caractériser, c'est le chef charismatique. Parce que c'est exactement ça. Parce que s'ils l'ont suivi, ça j'ai déjà fait une vidéo encore une fois, la vidéo sur le romantisme, j'explicite le concept de chef charismatique. Et bien justement, c'est ça, il remplit tous les critères Napoléon. C'est simple. Qui plus est, son exercice du pouvoir, il est toujours un peu sur le fil du rasoir en fait. C'est toujours, bon, c'est là si je réussis, ça va, je continue, je me perpétue. Et si je perds, c'est fini, c'est ciao. Donc c'est toujours, ça rajoute un petit côté épique hein, au personnage. Puis c'est le fait d'avoir, après une révolution qui a renversé un système millénaire, féodal, réussir quand même à mener sa barque. 20 ans, 25 ans, ça dépend comment on calcule. Peut-être que 1 plus 1 égale 11, et ça c'est beau. C'est remarquable. Cela dans un climat intérieur et extérieur, conflictuel, on le sait. Et de surcroît, elle est bien. il nous a laissé des institutions, une longue liste d'institutions relativement utiles. Je vous les cite. Enfin, je mets ma capuche et je vous les cite. Alors... Tu t'es vu quand t'as bu? Alors en fait, avant de vous les citer, je vais vous citer une phrase de Chateaubriand, c'est mieux. Il est grand pour avoir créé un gouvernement régulier et puissant. Un code de loi adopté en divers pays, des cours de justice, des écoles, une administration forte, active, intelligente. Il est grand pour avoir fait renaître en France l'ordre du sein du chaos, pour avoir relevé les autels, pour avoir réduit de furieux démagogues, d'orgueilleux savants, des littérateurs anarchiques. Il a pas tort, il résume bien mon propos, alors que Chateaubriand, c'est quand même un opposant à Napoléon, parce qu'il est monarchiste. Chateaubriand, c'est de notoriété commune. Et donc, qu'est-ce qu'on lui doit? La liste, le code civil, le code pénal et du commerce, une hiérarchisation des fonctions, des découpages institutionnels dans une France bordélique, hein, on peut le dire, donc le département, arrondissement, commune, la Cour des comptes, le Conseil d'État, la Banque de France, le Conseil des prud'hommes, le Concordat, maintenant on l'a plus sauf en Alsace, hein, les Lorrains ils connaissent, c'est pareil, c'est pas grave, la Bourse, le Sénat, le lycée et la Légion d'honneur. C'est quand même... Ce sont des choses notables, enfin ça a été utile à un moment au moins, vous pouvez pas le nier. L'État moderne s'est construit là-dessus, sur Napoléon. Ou Bonaparte. Napoléon ou Bonaparte. Et finalement, Napoléon se droguait. Donc c'est du rock. 150 ans d'avance. Voilà. Eh ouais mon pote. Fin de la vidéo.
À la semaine prochaine. Les zouzous. Les zouzoupettes quand même.